bel et bien, c'est votre guide bien-être. Et quand on dit bien-être, tout de suite vous dites Ali réveillé dans le coin, forcément. Bonjour Ali. Bonjour Agathe, bonjour à tous. Alors, rire, c'est exprimer la gaieté par un mouvement de la bouche accompagné d'expirations saccadées plus ou moins bruyantes. Alors, dit comme ça ne fait pas très envie. En tout cas, rire aux éclats vaut un bon steak, disait ma grand-mère maternelle. On rit aux larmes, à gorge déployée, à se taper le cul par terre et même on pisse de rire. Le rire, c'est d'abord physique, c'est un réflexe qui s'inscrit dans le corps. C'est un besoin fondamental de l'homme. Une journée sans rire est une journée pas tout à fait réussi. On verra ce matin pourquoi certains d'entre nous sont naturellement drôles depuis la prime enfance. C'est votre cas d'ailleurs, Agathe. Pas Ça du s'appelle tout, je suis la sordide. vis comica, dont Louis de Funès, Valérie Lemercier ou encore Florence Foresti sont les parfaites incarnations. Surtout ne vous inquiétez pas, cette émission est garantie 100% bien-être. Nous vous épargnerons la sempiternelle question, peut-on rire de tout? Oui, moi je réponds oui, il faut. Alors aujourd'hui, on va recevoir d'abord celui dont les saillies radiophoniques font rire à toute heure les auditeurs de France Inter. C'est Alex Vizorek. Parmi nous également, celle dont la gouaille suffit à déclencher une épidémie de rire. Actrice, humoriste, star du boulevard et de la comédie populaire, Chantal Latsou sera avec nous. Et parce que le but de cette émission, c'est avant tout de trouver les clés de notre bien-être, la neuropsychologue Sylvie Choperon sera là aussi. Elle va nous expliquer les super pouvoirs du rire sur notre santé physique et mentale. Évidemment, on n'oublie pas notre grand maître du rire et du bien-être. Il fait rire les neurones, il fait chanter nos cortex. C'est évidemment le psychiatre Christophe André. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Salut les amis, comment ça va? Ça va super bien. Pas super bien? Ça va super bien. Peur, mon Dieu, mon cœur s'est soulevé autour de la table. Odette, j'allais vous appeler. Ça va pas Odette Odicino, vous allez dire n'importe quoi. On m'appelle Huguette. Hein. Mais c'est joli, c'est proustien. Voilà, Guillemette Odicino, évidemment, est avec nous. André Manoukian aussi et Stan Gusman, en plus de Christophe André. Alors, a priori, vous diriez que qui est la personne la plus drôle à table là, parmi vous? Ça, c'est dur. De nous quatre, moi, Christophe, quand il médite, j'adore. C'est vrai, donc c'est à votre insu, c'est pas très sympa. Ouais. Ça m'a échappé. Moi, je crois que j'ai la réponse. Il me semble que c'est vous, Agathe. Enfin, surtout quand les caméras... vous pensez que les caméras ne tournent plus. Là, Aïe, aïe, aïe. là, vous êtes à Mon mourir Dieu. de rire. Vous jouez sur tous les registres comiques. Et j'ai la preuve en images. Désolé. On regarde. Agathe, vous êtes assurément la plus drôle du plateau. La preuve par 4. Tout d'abord, vous n'avez aucun filtre. On n'avait que 7 minutes de débat en plus. Ouais, c'est... Moi qui suis en train de faire une occlusion urinale. Je dois respirer profondément là, je vous jure, ça va pas. Oui, vraiment, vous n'avez aucun surmoi. J'ai l'impression d'avoir un petit camelto là, mais vous me le direz. Un quoi? Je t'expliquerai. Mais ce n'est pas tout. Vous savez aussi imiter tous les accents, même si on ne sait pas trop d'où ils viennent. Bonjour, je m'appelle Agathe, je suis 18 ans, malgré mon visage. Quoi, vous me croyez pas? Autre preuve de votre humour, quand Ali propose de refaire son lancement en plateau, vous devenez la reine de la punchline. Vous en voulez une autre ou pas? Non, on n'a pas besoin, car pour une fois, tu l'as faite du premier coup. Je vais te dire, Quelle raclure. franchement, ça fait du bien, c'est tellement rare. T'as pas bafouillé, ça change? Heureusement que t'as ton physique, mon pote. Mais non, mais j'ai l'élément qui me... Hein, parce que dans la tête, il n'y a pas grand-chose, non? Et enfin Agathe, vous savez improviser en toutes circonstances, même quand l'invité ne répond pas à votre question. Elle sera tout à l'heure rejointe par Martin Lavigne. Regardez, elle est imperturbable. Avant ça, j'ai une petite question à vous poser. Bisous à tous. Au revoir. C'est vous la plus drôle. Ah non, mais Écoutez, je oui. confirme, c'est ma partenaire de jeu dans cette émission. Elle est ultra drôle. hors Bon, on antenne. confirme tous, elle est On le hilarante, voit. Agathe. Et c'est un plaisir de travailler avec vous, Agathe, parce que vous amenez ce. Mais non, mais c'est vrai. On rit vraiment et c'est sincère. Et même quand vous nous mettez en boîte, eh ben, c'est toujours bienveillant. Et vous êtes d'abord la première à vous mettre la reine de en boîte. l'autodérision. Vous êtes la reine de l'autodérision. Ça donc doit être vraiment, mes années belges. c'est vous la reine ici de la drôlerie. Bon, merci beaucoup. Bah, franchement, alors, on ne peut pas me faire un plus beau compliment parce que je trouve que c'est une très très belle qualité de faire rire, presque une force. Hey Alors, Christophe, première question. Pourquoi rit-on? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l'on est pris d'une crise de fou rire?
Alors, il se passe des choses incroyables. Rire, c'est une activité physique très, très intense. Ça mobilise plus de 80 muscles dans tout notre corps. Et puis surtout, il y a un circuit du rire. Il y a tout un tas de zones du cerveau qui se mettent en marche. Alors, ça part d'une zone du cerveau totalement incontrôlable, d'où les fous rires quand il ne faudrait pas, et d'où l'impossibilité de s'arrêter. Attendez, montrez-moi cette zone qui est incontrôlable. Parce que C'est la zone du j'aimerais bien mésencéphale, contrôler de temps en temps. c'est-à-dire c'est sous le cortex, c'est sous le cerveau émotionnel, et c'est la zone où se commandent la plupart des fonctions automatiques. Et le rire est quelque chose d'automatique. Ensuite, c'est pas fini. Ensuite, le cortex préfrontal nous rappelle qu'on ne rit pas non plus de n'importe quoi. On va analyser un petit peu ce qui se passe. Il y a évidemment le cerveau émotionnel qui est impliqué parce que le rire nous fait du bien. Il y a les aires motrices puisque le rire mobilise tout un tas de muscles. Donc, le rire, c'est vraiment un truc gigantesque qui mobilise l'ensemble de notre cerveau. Ah, c'est bon, ça. Feu d'artifice dans le cerveau. Mais Voilà, oui, feu d'artifice. Santé globale, quoi. Voilà, Alors, tout travaille. Alors Christophe, il existe évidemment plusieurs formes d'humour et donc plusieurs formes de rire. On ne rit pas tous de la même chose, des mêmes choses, mais est-ce que tous les êtres humains rient? Et plus globalement, est-ce qu'il existe une psychologie du rieur? Alors, tous les êtres humains sont équipés pour rire. Certains vont réprimer leur capacité à rire par l'éducation, par la culture, par le caractère. Rabelais parlait des agélastes, du grec agélos, absence de rire. Les agélas, c'est les sinistres, les tristes, les espèces de gens toujours sérieux. On sait aussi que les extravertis sont des gens qui aiment rire parce que ça leur procure des émotions positives. Quand ils ont un peu de cafard, ils se piquent une bonne tranche de rigolade pour se remonter le moral. Les gens extravertis sont en général assez rigolos. Donc il y a beaucoup de variations, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les humains sont vraiment faits pour rire. Quand on dit le rire est le propre de l'homme, c'est un peu faux parce que certains animaux rient aussi, mais c'est quand même nous les meilleurs. Quel type d'animaux rient? Les animaux qui rient sont les singes et les souris. Quand on chatouille des souris, elles émettent des espèces de petits sons qui rassurent les copines Vous souris. chatouillez souvent des souris. Certains chercheurs chatouillent les souris. En tout cas, mignon, ça. puisqu'on parle de chercheurs, ils s'accordent tous à dire qu'on rit 12 fois plus quand on est accompagné. Alors, je vous propose d'accueillir notre première invitée, c'est le docteur Sylvie Chocron. Bonjour Sylvie Chocron, vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et vous avez notamment publié Une journée dans le cerveau d'Anna, c'est publié aux éditions Erol. Bienvenue à nouveau parmi nous. Alors si on vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous avez étudié de très près les bienfaits du rire sur notre santé. Alors avant de vous donner la parole, chère Sylvie Chocron, je vous propose de regarder un petit sujet signé Jonathan Schepper et Antoine Gollery. Gollery, c'est son prénom. Comme le dit souvent Ali Rebéi, femme qui rit à moitié dans son lit. Alors on est d'accord, c'est un peu beauf, c'est un peu ringos, mais c'est vrai, le rire favorise la sécrétion de dopamine, l'hormone du plaisir. D'un point de vue biologique, l'hilarité active la même région cérébrale que celle du plaisir sexuel. Bref, avec une intensité moindre, le rire produit donc les mêmes effets qu'une partie de jambes en l'air. Imaginez si comme André Manoukian vous arriviez à combiner les deux. C'est l'extase. Autre idée reçue, le rire est un antidépresseur et c'est lui qui le dit. Rire, c'est bon pour la santé. En 1939, un Français riait en moyenne 19 minutes par jour. Et aujourd'hui, ce chiffre est tombé à moins d'1 minute. Cependant, que la consommation d'antidépresseurs, elle, a pris l'escalier en sens inverse. Et ça, c'est ballot, car le rire permet pourtant de sécréter des neuromédiateurs tels que la sérotonine qui combat la dépression. Vous l'avez compris, plus on rigole, moins on déprime. Alors faites comme lui, riez tant que vous pouvez. Dernière idée reçue, rire rendrait bête. Quand on dit à un enfant d'arrêter de rire bêtement, on lui sous-entend que cette activité manque d'intelligence. Et pourtant, c'est tout l'inverse. Une étude allemande de 2017 prouve que la faculté de compréhension des blagues est intimement liée à la taille de son QI. Mieux, si vous êtes sensible à l'humour noir, vous n'êtes pas loin d'être un génie. Et ça, la publicité l'a bien compris. Avouez que ça vous a fait rire. Sinon, c'est que vous êtes bête. Alors Sylvie Chocron, le rire est-il forcément un signe d'intelligence ? Alors oui, effectivement, parce que pour comprendre une blague, et Christophe a expliqué toutes les régions cérébrales qui sont impliquées dans notre cerveau quand on va comprendre que quelque chose est drôle et qu'on va réagir à cette blague, ça va nous demander de percevoir, de faire attention, d'analyser, de comprendre, éventuellement même de se souvenir que cette chose-là, c'est drôle et c'est ni inquiétant, ni effrayant, ni menaçant. Et donc effectivement, ça met en jeu un grand nombre de
régions de notre cerveau, et on va sans doute même en parler ensuite, ça aiderait même à apprendre. Sylvie, est-ce que ça veut dire que plus on rigole, enfin en tout cas si on rigole de façon régulière, on devient plus intelligent? Et on se rend compte qu'en classe, utiliser le rire, c'est un excellent moyen pour mobiliser l'attention, pour réduire le stress qui, lui, bloque un peu les apprentissages, et donc pour augmenter la motivation et améliorer la mémoire, parce que tout souvenir qui est acquis avec une émotion positive comme le rire est mieux rappelé. D'accord. Donc c'est extrêmement efficace. Et j'imagine la surdouée que vous étiez à 5 ans et demi, 6 ans, Je Agathe. sais pas ce que vous avez aujourd'hui, mais vous êtes vachement sympa avec moi. Je suis toujours sympa avec vous. C'est vrai. Autre point soulevé dans le sujet, le rire serait un antidépresseur naturel. Est-ce qu'il suffit de se marrer pour faire baisser la consommation d'antidépresseurs, Christophe? Ça serait bien, effectivement, mais quand on est déprimé, justement, on perd la capacité de rire parce que notre cerveau est grippé. Les zones qui sont impliquées dans le circuit du rire sont au ralenti. Et donc, le rire est un très beau moyen de rester de bonne humeur, de faire de la prévention, de vivre des émotions agréables, mais plutôt de manière préventive que curative. Alors dans un instant, on va parler d'une idée reçue. Le rire serait intimement lié au sexe. Mais avant d'évoquer ce point, oui, je pense que l'on peut accueillir notre deuxième invité, Ali. Il s'agit évidemment de votre collègue radiophonique, Alex Vizorek. Bonjour Alex Vizorek, bienvenue Alex. sur le plateau de Bel et Bien. Comment allez-vous? Mais ça Pour va vous très bien. présenter, mon cher Alex, on peut dire que vous êtes humoriste, chroniqueur sur France Inter, vous êtes également comédien. Je signale au passage que votre spectacle Alex Vizorek est une œuvre d'art et toujours disponible sur France.tv. Tout à fait. Et justement, dans ce spectacle que vous avez joué pas moins de 800 fois, la phrase d'ouverture est toujours la même. Je suis belge. Et il paraît que cette réplique suffit à faire rire la salle. Comment vous expliquez ça? Alors, moi, ça a été mon passeport quand je suis arrivé en France, que quoi que je dise derrière « je suis belge », était de connotation drôlatique. Donc, et ça, voilà, ça a marché. Et en fait, je crois qu'il y a un côté je suis absurde quand on dit je suis belge, et donc le français marche avec vous. Et j'ai pu m'adresser à pas mal de politiciens de tous bords sur France Inter. Et chaque fois, je leur disais que comme je votais pas et que j'étais belge, ah oui, bon, alors si vous êtes belge, allez-y. Et je voyais bien que ça les détendait. Même Marine Le Pen. Mais est-ce que ça marche en Belgique quand vous dites je suis belge au début de votre spectacle? Et si vous dites je suis français, Et c'est alors encore pire. Donc, C'est ça. Bon, l'autodérision, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est un formidable ressort comique, ça permet de rire avec les autres. À ce sujet, Ali, j'ai retrouvé une chronique d'Alex Vizorek sur France Inter. Ah oui, je vous vois arriver. Aujourd'hui, je vais être très corporate car oui, Léa, Nicolas, vous êtes la rampe de lancement de cette chaîne avec le 7-9, énormément d'auditeurs. Et certains n'écoutent que vous car après, ils vont au travail, au sport ou que sais-je. Et là, ils passent à côté de très belles émissions, d'une grille très hétéroclite. Et j'avais envie de leur faire écouter, notamment ce qui se passe à 10h avec Ali Rebéi, c'était hier. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et ce matin, coup de projecteur sur les troubles urinaires. Coup de projecteur sur les troubles urinaires. Alors évidemment, ça va un peu à l'encontre du titre de l'émission Grand Bien vous fasse. Mais Ali aura évidemment à cœur de traiter ce sujet de façon optimiste et motivante. Et on parlera de tout. Comme les coliques néphrétiques et ces douleurs atroces si bien racontées par Montaigne quand il évoquait dans ses essais la maladie des pierres qui l'affectait. Voilà, et ça c'est la petite plus-value du service public. Oui, vous avez des douleurs atroces, mais sachez que Montaigne aussi. Oui, il a écrit les essais, mais il a aussi pissé des lames de rasoir, et ça fait plaisir de le savoir. Alors pour traiter les sujets pas faciles, Ali fait appel à des spécialistes. Bonjour professeur Corinne Isnarbanis. Bonjour Ali. Vous êtes chef de service adjointe à la Pitié-Salpêtrière et vous venez de publier aux éditions du Rocher Miction impossible. Miction impossible, je me couche. Alors, elle a hésité avec pipi fait de la résistance, mais voyez, avant, il faut choisir. Alors, petit bémol, il y a eu de la misogynie dans l'émission, et ça, c'est rare sur l'antenne de France Inter. Et souvent, les femmes ne savent pas uriner. Eh oui, le docteur a stigmatisé les pisseuses. Et c'est là qu'on voit la force d'un bon intervieweur. Il se tourne vers la femme présente en studio et lui pose la bonne question. Quelle est la bonne position? Pour les femmes, il faut s'asseoir correctement, il faut descendre son pantalon, il faut se détendre, il faut être à ce qu'on fait, peut-être uriner en pleine conscience. Et conseil fort, s'asseoir, enlever son pantalon, pour les gens qui n'y avaient pas pensé, et uriner en pleine conscience. Mais oui, moi ça me passionne, je suis belge. Mon monument le plus prestigieux, c'est Mannequin Peace. Hein, alors ça nous concerne les troubles urinaires. Alors
Alors, je ne suis pas le seul à avoir aimé l'émission parce que le petit plaisir de Grand Bien vous fasse, c'est l'interaction avec les auditeurs qui ont parfois des choses passionnantes à ajouter. Et Gaël nous dit « Je fais pipi avec bonheur, assise totalement sur le trône et détendu, pourvu que ça dure. » Bravo. Bravo Gaël. Et l'émission, ça valait la peine de le dire. Voilà, se termine, on n'en sait plus sur le sujet et on remercie les spécialistes avec une petite note d'humour. Ben merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne. Et merci d'avoir éclairé notre lanterne. On vient de parler pendant 1 heure des vessies. Je dis chapeau à Ali Rebéi, que je remercie car je lui ai demandé l'autorisation avant de le taquiner. Oui, je vous sentais dans vos rires un peu crispés. Il m'a dit oui, j'ai fait une spéciale cystite, mais rappelle quand même que vendredi on fait une spéciale Descartes et ça, Grand Bien nous fasse. Et évidemment que ça m'a fait rire, mon cher Alex. j'espère. Sinon, vous ne seriez pas là. Oui. À moins que vous vouliez vous venger. Non, pas du tout. J'étais à l'aise avec ce sujet. Vraiment, là, le sujet des troubles Vous en parlez urinaires. souvent, Et d'ailleurs, donc, du c'est coup, marrant. ça me gênait pas qu'ils se moquent de moi. Et je trouve ça génial, quoi, franchement. Mais non, mais je voulais absolument vous le demander aussi pour ça, parce que le but n'était pas de vous blesser, parce que mais l'humour ça m'a c'est pas blessé aussi du tout. une arme potentiellement, Ouais. si on l'utilise mal ou même volontairement. Et ici, c'était pas le but, donc je voulais être sûr. Mais les rires autour de la table, au départ, ils se sont dit comment Ali va le prendre. Après, bon, je les ai... Ils savent que l'urine, c'est un sujet sensible chez vous. Voilà, et c'était bienveillant de leur part aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des invités qui ont mal pris, qui ont été blessés par l'une de vos saillies, l'une de vos chroniques Je pars du principe, quand c'est des hommes ou femmes politiques, que s'ils ont fait des erreurs ou si je les mets devant leurs contradictions, j'ai pas à me poser la question parce que eux-mêmes sont souvent les premiers à essayer de nous faire oublier des choses. Et Manuel Valls, il suffit de lire son palmarès pour que ce soit drôle. Alors évidemment, lui, ça l'amuse pas spécialement, mais il y en a d'autres comme ça. Mais le but aussi, et c'est là que c'est parfois compliqué, c'est d'essayer de les faire rire d'eux avec eux. Ouais. Parce qu'alors là, vous avez tout gagné, l'auditeur vous trouve vraiment sympa, eux ont quand même quelque chose à jouer. Quand vous avez dit c'est malin de rire, bien sûr c'est malin de rire, ça rend Ali aussi sympathique de savoir qu'il est des bons camarades. Et pour les politiques, ils ont tout à gagner. Ceux qui vous regardent comme ça avec le regard froid, je pense que ça ne rend pas l'humanité et c'est ça qu'ils ont envie quand même de donner comme image. Alex, j'avais croisé pas mal de politiques. Ouais. On dit, la légende raconte que François Hollande est très drôle. Vous confirmez ou pas? Oui. Alors François Hollande, le problème c'est qu'il a envie d'être plus drôle que vous et une fois sur deux, il y arrive. Donc il faut préparer le moment où il va rentrer dans la chronique et faire une saillie assez juste et assez marrante. Mais ils sont Raffarin par exemple, la droite à papa, Raffarin, Larcher, tout ça, c'est des gens qui sont assez drôles aussi, ils ont l'habitude du bon mot et ils aiment bien aussi en faire. Alors Christophe, quelle est la limite entre l'autodépréciation et l'autodérision ? Dans l'autodérision, on ne se prend pas au sérieux, justement. On ne prend pas au sérieux ses défauts, mais on ne prend pas au sérieux non plus ses qualités. On ne bombe pas le torse. L'autodépréciation, malheureusement, on se prend au sérieux. Quand les gens se dévalorisent, ils croient qu'ils sont réellement nuls, même si vous essayez de les réconforter. Donc, c'est vrai que l'autodévalorisation plus un petit peu d'humour se transforme en autodérision et permet d'associer les autres aussi à la rigolade. On l'a dit tout à l'heure, le rire et le sexe sont intimement liés. Alors justement, ça... C'est vrai. Bon, on a vu aussi que le rire et l'urine étaient intimement liés. Sylvie Chocron, oui, non mais vous savez, on en apprend vraiment tous les, enfin non pas tous les jours, mais vraiment chaque samedi sur France 2. Sylvie Chocron, plus sérieusement, pourquoi est-ce que le sexe et le rire sont intimement liés? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, je dirais pas le rire et le sexe, plutôt le rire et la séduction. Ouais. C'est plutôt ça. Ouais, Ah ben d'accord, que mais le alors rire- c'est André qui m'a menti. Parce que le rire est vraiment une arme de séduction vraiment fatale, quoi. Et non seulement on dit qu'une femme qui rit lorsqu'elle est avec son partenaire a toutes les chances, de se lancer dans une relation avec lui, mais Vous on le dites dit tellement aussi... joliment alors qu'on a tous la vraie expression en tête. Mais on dit aussi que les couples qui rient ensemble ont une longévité plus grande. Ah, ça, Et de c'est manière générale, de toute façon, le fait de rire augmente la durée de la vie, déjà, tout seul. Mais dans la relation, c'est la même chose. Alex Vizorek ? Alors moi j'ai reçu un jour Clara Morgan dans une émission et je lui ai fait la remarque, il n'y a pas de comédie porno. Oui, il y a des films porno policiers. Il y a des parodies. Mais pas de comédie, il n'y a jamais un mec qui arrive et qui fait tac tac boum boum et lui enlève le pantalon. Et elle m'a dit c'est pas faux, mais c'est pas évident de la sexualité en elle-même et le rire. J'ai essayé des vannes à des moments. Pendant l'amour Je sais pas un succès considérable. Pendant l'amour Pendant, avant, après. J'ai essayé un peu partout et franchement, après. Je donne un petit conseil de professionnel. Ça doit désamorcer la magie quand même, c'est pas l'endroit. Sylvie Chocron. La professionnelle, démerdez-vous. Alors, Sylvie Chocron, vous faites des vannes quand vous faites l'amour, juste pour ça. Je dirais qu'il y a juste une compétition, sans doute, entre les sentiments, les réactions, les émotions, et voilà. Donc peut-être que ça fait un peu trop
synchrone pour le cerveau. Tiens, à propos d'orgasme, de fou rire, qu'est-ce que vous ressentez quand vous montez sur scène et que vous sentez une salve de fou rire? Qu'est-ce que vous sentez physiquement? Mais je peux vous répondre, si vous avez envie que je vous réponde l'orgasme, et c'est absolument ça. C'est-à-dire que c'est un bonheur immense quand la salle n'est pas pleine, ce qui m'arrive vraiment de moins en moins, mais moi j'ai eu une petite période où c'était le cas. On fait revenir les gens devant, les uns à côté des autres, parce qu'il faut vraiment. Et quand ce rire-là, c'est une vraie énergie qu'on reçoit. Ce qui est très différent de quelqu'un qui va jouer Tchekhov, qui peut se trouver formidable parce qu'en lui-même, il a vécu le moment. Moi, si les gens ne rient pas, je ne serai jamais formidable. C'est vraiment le retour du public qui va nourrir la qualité du spectacle. Christophe, est-il possible de reconnaître un rire franc d'un rire hypocrite? Alors c'est possible, certainement. Peut-être il y a plusieurs choses. D'abord, en regardant le visage, je crois que quand quelqu'un rit de façon mécanique, son visage est moins bien mobilisé. C'est comme les sourires. Il y a des faux sourires et des vrais sourire. Ensuite, il y a quelque chose qui est de l'ordre du débit. Apparemment, le rire factice, le rire mécanique est plus régulier. Il y a moins ces montées, ces descentes du rire spontané. Sylvie Chocron? Oui, en fait, je crois qu'il y a des études qui ont montré que dans le cerveau, il y a un détecteur de rire véritable. Et que si le rire n'est pas exactement ce qu'il devrait, donc trop fort, forcé, hypocrite, etc., on le détecte à notre insu. On n'est pas capable de le verbaliser, mais on détecte qu'il y a une incongruence, en fait. Je vais raconter un truc. Il y a une caméra cachée qui s'était faite en Belgique et ils avaient demandé à un public factice de ne pas rire aux blagues d'un humoriste. Je me souviens de ça, c'était horrible, mon Dieu. Et c'était une souffrance parce que lui, on connaît nos chutes. Si j'ai joué 800 fois, à un moment, je sais où elle est, la blague. Et à un moment, il a arrêté le truc après 10 minutes. Il a dit, est-ce qu'il y a un problème? Mais c'est horrible. Parce que c'est hyper violent. Parce qu'à un moment, on sait. Et là, mais le public a dû se retenir parce qu'ils étaient dans leur cerveau, ils étaient prêts à ne pas rire. Donc, il aurait pu... La blague ultime, il n'aurait pas ri. Les mecs étaient disponibles à ne pas rire. Ce qui est horrible. Ah ouais, non, mais la séquence est gênante. Elle fait mal au cœur pour l'humoriste, dont j'ai oublié le nom. Je sais pas. On embrasse Richard Ruben. Ah oui. Bon, on va poursuivre l'exploration des bienfaits du rire avec une deuxième salve d'idées reçues. Alors c'est l'histoire d'un nain, d'une blonde et d'un aveugle allemand. Bon ok, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des bienfaits du rire sur l'organisme. Première idée reçue, rire ça fait maigrir. Eh bien c'est vrai, rire active en moyenne 400 muscles, visage et haut du corps confondus. 3 minutes de poilade quotidienne équivaudrait à 10 minutes de gymnastique. Le docteur Henri Rubinstein parle même du rire comme d'un jogging stationnaire. Bon, si on fait le calcul du nombre de calories dépensées par tranche de rigolade, ça nous donne au maximum 2 kilos de perdu par an. Alors d'accord, c'est pas le régime de l'année, mais au moins on n'est pas obligé de mettre un legging. Et ça c'est cool. Deuxième idée reçue, rire serait un antidouleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on donne du gaz hilarant aux enfants chez le méchant dentiste. Autre preuve, en 2011, des chercheurs britanniques se sont amusés à tester la résistance au froid de volontaires après visionnage d'épisodes de la série Mr Bean. Résultat, un quart d'heure de rire à gorge déployée augmenterait de 10% leur tolérance à la douleur et au froid. Le tout grâce à la sécrétion d'endorphines. Enfin, dernière idée reçue, peut-on littéralement pisser de rire? You are fake news. Fake news, pas tout à fait, Donald. Si les hommes en sont protégés, les femmes peuvent faire cette douloureuse expérience. Pour cause, comme elles n'ont pas de prostate, elles peuvent, en cas de fou rire, être victimes d'incontinence déformée. Alors pourquoi? Eh bien, sous l'effet d'un rire trop prononcé, les abdos se contractent, le sphincter se relâche et c'est la fuite. D'où ma question, après une bonne vanne, faut-il forcément en remettre une couche? Bon, Christophe, alors vous allez nous dire c'est une spéciale pipi, mais à un moment, est-ce que là, on peut pisser de rire, alors Christophe? Ah oui, ça s'appelle l'incontinence au rire. Alors c'est pas tout à fait la même chose. C'est un problème de périnée, c'est après avoir accouché, quoi. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose que l'incontinence d'effort. Ça touche par exemple plus souvent des femmes jeunes, hein, ça a été étudié, ces histoires-là. Donc essentiellement des femmes comme moi. Mais oui, exactement. Ça nous rappelle, si vous, à la prochaine tranche de rigolade, mettez votre main sur l'abdomen et vous allez voir la pression, des contractions abdominales très fortes. Donc évidemment, ça appuie indirectement sur la vessie. Et il y a une contraction réflexe du détrusor. Mais alors, le détrusor, c'est le muscle de la vessie qui a tendance à se contracter. La moralité, c'est que c'est quand même tellement bon de rire qu'il vaut mieux faire un tout petit peu de gym du périnée, si on est sensible à ça c'est assez facile à corriger, et continuer de beaucoup rire. Sylvie, après le rire antidépresseur, maintenant le rire antidouleur, est-ce qu'on peut dire que d'un point de vue neurologique, le rire fonctionne comme du paracétamol ou de l'aspirine? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment comme un antalgique, comme du paracétamol, mais on sait que le rire va avoir deux effets. D'une part, détourner l'attention
Et du coup, quand l'attention n'est plus sur la douleur, ben, on a moins mal. Et puis aussi, sans doute, véritablement, réduire la douleur par cette sécrétion d'endorphine, de dopamine. Il y a un chercheur qui travaillait sur la biologie des émotions, à qui on a annoncé qu'il avait une maladie gravissime et qu'il allait avoir des douleurs terribles. Il a décidé de s'imposer chaque jour des vidéos drôles, en partie comme traitement. Non seulement ses douleurs ont réduit, mais en plus de ça, il a survécu à cette terrible maladie et il a continué à faire ses recherches sur les émotions. Et donc, véritablement, il considère qu'on pourrait faire des prescriptions médicales Enfin, la Sécu va payer. de rire. Donc, vous avez raison, ça peut vraiment marcher comme un spectacle antidouleur. d'Alex remboursé par la Sécu, c'est parfait. Je peux sauver des gens, moi. Plaisir. Quel humanisme. Et le rire qui fait maigrir, alors, Sylvie, je crois que ça va intéresser les téléspectateurs. Alors, ben, on l'a dit, hein, le rire met vraiment en jeu ses 400 muscles, ça revient vraiment à faire du sport. Ceci dit, je ne pense pas qu'on puisse maigrir de beaucoup. Hein. Soyons honnêtes, si on est vraiment en surpoids, je ne suis pas sûre que ce soit efficace. Mais ça produit le même effet qu'un effort physique. Ça travaille les abdos quand même. Ça travaille les abdos, ça c'est sûr. On en a parlé, 2 kilos par an. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Bon, enfin, vous l'avez dit, Christophe André, l'être humain est celui qui est le plus doué pour rire. Mais rire, donc ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et Stan, une fois de plus, pour les besoins de cette émission, vous êtes allé exploiter des enfants. J'adore ça. Les pauvres. J'ai voulu savoir si on rigolait des mêmes choses que l'on soit adulte ou enfant. Alors, est-ce que les tout petits ont déjà la capacité d'abstraction pour comprendre, par exemple, une blague absurde, une blague d'un spectacle d'Alex Vizorek? On verra ça tout à l'heure. Ont-ils le rire moqueur, hein? Sont-ils plus méchants dans le rire que les adultes? Et surtout, sont-ils capables d'autodérision? Eh bien, pour le savoir, on a fait une expérience et on a bien rigolé. Regardez. Et on retrouve notre panel habituel pour une bonne tranche de rigolade, n'est-ce pas, Hermione? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Bah, des blagues. Bon, vu que tu aimes les bleuhags, Hermione, on va faire un turi-tu-perds. Chacun son tour raconte une vanne, le premier qui rigole a perdu. Est-ce que tu connais la blague du nombril? Non. Bril. Nombril. T'as dit non, j'ai dit bril, ça fait nombril. Ok, ça t'a pas fait rire, très bien. À ton tour. Qu'est-ce qui est vert et qui est dans la terre? Un ver de terre, je suppose? Bah oui. Du coup, moins drôle là quand on trouve la chute. Personne ne s'est marré, on continue. Tu sais ce que c'est qu'un canif? C'est un petit chien. J'ai gagné et comme Hermione comprend les jeux de mots, poussons le curseur de l'humour plus loin avec les blagues absurdes. Qu'est-ce qui est transparent et qui court dans un champ? Je sais pas. Un troupeau de vitres. Bien, ok, on enchaîne. Bon, là, ok, on y allait un peu fort. On va revenir aux fondamentaux du rire chez les enfants, les blagues pipi-caca. J'ai envie de faire un gros caca. Pour tous ceux qui ont un trop dégueulasse. Trop dégueulasse, ça te fait pas rire le pipi-caca-prout? Pipi? Tu vois, ça marche. Autre test, le rire moqueur. Je vais d'abord demander à Hermione de me charrier. Je sais pas. C'est très bien comme ça, hein, tu sais. Je suis sûr que les garçons, ils vont pas avoir de problème à se moquer de moi. Je sais parce que c'est des garçons. Et en effet, avec Askagne, ça n'a pas loupé. Vas-y, charrie-moi. Ok, t'es bête, t'es moche, t'es nul, Ouais, encore. t'es vieux, tu prends du bide, tu schmoutes. Je schmoute? Ah, faut avoir de l'humour hein, pour prendre ça. Eh bien, vu qu'il se moque de moi, à mon tour de charrier Askagne en répétant tout ce qu'il dit. Tu le connais d'où? Bah, il est dans ma classe. Ah bah, il est dans ma classe. Tu te fous de moi, là? Tu te fous de moi, là? Asken, c'est le plus beau. Askagne, c'est le plus beau. Stan, c'est le plus moche. Stan, c'est le plus moche. T'es trop fort, toi. Bon, je n'ai pas réussi à piéger Askagne. Je retente ma chance, cette fois avec Camille, en lui proposant un je te tiens par la barbichette. Et celui qui rigole devra faire un bisou à l'autre. Et bah voilà, t'as rigolé, j'ai gagné. Ok, Allez, petit tu four. fais un bisou. Je vais te faire un bisou de grand-mère. Non, faut pas Allez, déconner. un bisou, ça va. Hein. Non, mais fait ils sont mal. trop Ça forts. fait mal, hein. Ah, ça fait mal, ils sont d'une sincérité terrible et surtout très drôles. Mais quoique, ils n'ont pas tous la même capacité d'abstraction. Ils ont du mal à comprendre, par exemple, les blagues absurdes. Pourquoi, Sylvie? Parce que je sais plus quel âge ils ont exactement. 7 mais les garçons et 9 ans la voilà, grande. je pense qu'il faut attendre un petit peu parce que l'abstraction, ça met en jeu une région dans notre cortex frontal qui mature très tardivement. On dit d'ailleurs que ça mature complètement à 18 ans, donc ils ont un peu de la marge. Et là, ils sont encore un peu petits pour comprendre cet humour complètement absurde. Et j'avais un autre constat dans ce magnéto. Les garçons n'ont aucun problème à se moquer de moi, alors qu'Hermione, elle refuse de se plier à cet exercice.
Pourquoi c'est genré la moquerie? C'est possible que ce soit genré et que les petites filles aient plus de réticence à se moquer des gens et n'aiment pas qu'on se moque d'elles non plus. Peut-être que c'est une caractéristique plus masculine. Et enfin, j'avais une dernière question pour Christophe. Le rire pipi caca prout, ce qu'on appelle en langage psy le stade anal. Il y a un spécialiste de ce genre de rire. Pourquoi il a fallu que je leur mette cette chanson qu'on entend pour qu'ils rigolent tous automatiquement et pourquoi ça fonctionne? C'est-à-dire, les enfants, ils sont comme nous. D'abord, ça ne marche pas que sur les enfants, premièrement. Moi, ça me fait rigoler, voilà, je vais le dire. on a tous ri de la même façon. Et puis surtout, c'est le rire transgressif. C'est-à-dire, un aspect formidable du rire, c'est qu'il nous permet de dire des choses interdites et d'en rire tous ensemble. Et ça, c'est vrai chez les petits comme chez les grands. Bon, bah super. Bon, tout à l'heure, on les soumettra au spectacle de nos invités, Chantal Latsou et Alex Vizorek, et on verra les réactions des enfants, voir s'ils ont assez d'humour pour comprendre vos blagues. Merci beaucoup, Sylvie Choqueron. Je rappelle le titre de votre livre, Une journée dans le cerveau d'Anna. C'est aux éditions Erol. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Sylvie Choqueron. Alors, nous avons découvert tous les bienfaits du rire sur notre santé physique et mentale. Maintenant, on va explorer tout ce qui nous fait rire. Et pour ça, je vous propose d'accueillir une dame dont la voix suffit à faire mourir de rire des salles entières. C'est Chantal Latsou. Yes. Bonjour Chantal Latsou. Pardon. J'en ai foutu partout. Bonjour Chantal Latsou, vous êtes comédienne, humoriste, vous êtes la reine du boulevard et de la comédie populaire. Comme beaucoup d'artistes, vous devriez être sur les routes avec votre dernier spectacle, On the Road Again. Ce n'est que partie remise. Chantal Latsou, bienvenue parmi nous. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Hein, c'est sympa. Merci, merci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Non, parce que cette voix que vous avez, cette voix rocailleuse, cette identité vocale, comme on dit dans les télécrochets, c'est votre outil de travail. Une seule réplique de votre part suffit à capter l'attention du public. C'est ce qu'on appelle la vis comica, la force comique. Les Anglais appellent ça les funny bones. Alors j'ai une question toute bête, Chantal. À quel âge vous vous êtes rendu compte que vous aviez cette force, ce pouvoir comique? Je crois que c'est grâce à votre mère. Je m'en suis pas tout de suite rendu compte, mais c'est vrai que j'avais une voix assez grave, petite déjà. Vers 2-3 ans, je descendais l'escalier dans la véranda et mon père me disait « Demande-nous une bière ». Et je disais « Je veux une bière ». Et ça faisait rire la famille. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est un don du ciel d'avoir une voix qui fait rire d'un coup comme ça. Alors, je suis pas obligé de trouver Evan, finalement. Et d'ailleurs, vous n'en avez pas cherché. Oui, j'ai envie de faire une petite expérience avec vous, Chantal Latsou. Il y a une feuille de papier qui est là. Est-ce que vous pouvez la prendre et nous lire ce document, tout simplement? Attestation de déplacement dérogatoire. Alors, ça y est. Les déplacements sont autorisés sous réserve de justifier de là des motifs prévus dans la présente attestation. Pour déplacement dans la limite de 10 km de son domicile. Premièrement, pour une activité physique et promenade. Déplacement lié soit à la promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes. Déjà, je comprends pas. Personne n'a rien compris, ça, je vois. Attestation à remplir seulement à défaut de pouvoir présenter un justificatif de domicile. Sinon, t'es naze. Déplacement au sein du département de la résidence. C'est compliqué, l'histoire, hein? Achat. Déplacement pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commande. Aller chercher des trucs de la Redoute, par exemple. Accompagnement des enfants à l'école. Déplacement pour emmener aller chercher des enfants à l'école et à l'occasion leur activité périscolaire. Établissement culturel ou lieu de culte. Déplacement pour se rendre dans un établissement culturel, bibliothèque et médiathèque ou un lieu de culte. Mais déjà, l'attestation elle-même est drôle. Oui, c'est ça. Fou, hein? Non, ce qui est fou, c'est que vous lisez quand même le truc le plus chiant du monde. C'est en plus, c'est qui est en ce moment le symbole de la chienlit absolue. Christophe, pourquoi rien que le fait d'entendre la voix de Chantal Latsou, ça nous fait marrer? Est-ce que c'est une histoire de neurones miroirs? Moi qui vous ai beaucoup écouté, j'en suis une spécialiste. Neurones miroirs. Oui, les neurones miroirs, nous rions de nous voir rire les uns les autres. C'est tous ces neurones qui, lorsqu'on voit quelqu'un faire un geste, nous donnent envie de faire le même geste. Et on voit qu'ils s'activent rien qu'en regardant quelqu'un. Mais là, ce qui nous fait rire, c'est ce qui... L'humour, au fond, c'est ce qui est anormal. Quelque chose qui est normal, qui est prévisible, qui est planifiable, ne fait pas rire. Et ce qui nous fait rire, c'est le décalage, c'est l'imprévu. Et donc, cette voix que votre papa aimait beaucoup, et donc il abusait pour se faire apporter des bières, apparemment, c'est décalé par rapport à votre apparence féminine. Et du coup, déjà, on est prêt à rire. Et puis là, en plus, voilà, vous déclamez ça de façon... Vous l'aimez, vous, Chantal, votre voix? Et si oui, est-ce que ça a toujours été le cas?
Écoutez, je m'en suis pas rendu compte très longtemps en fait, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette voix qui a une certaine autorité. Et René Simon me disait tout le temps, t'es pas en accord avec ton physique et ta voix, c'est-à-dire, tu veux pas faire des jeunes premières qu'une voix pareille. Bon, tu vas faire des concierges et puis tu vas faire. Non mais Antigone, ça marcherait. J'ai enterré mon frère. Ouais. C'est vrai que j'étais un petit peu en dichotomie. Enfin, j'étais pas, voilà. Mais oui, maintenant, elle est de plus en plus affirmée. Mais quand je regarde des choses que j'ai faites il y a très longtemps, j'avais pas cette voix-là. Ah oui. Et je la planquais un peu. Parce que sans le vouloir, en fait, curieusement, c'est de parler comme ça, gentille. Je trouvais qu'elle était méchante, ma voix. Donc, enfin, pas méchante, mais je le trouvais pas. Enfin, j'ai jamais souffert de ma voix, en fait. Mais j'essayais. J'avais une voix plus douce avant. Je suis peut-être une mégère. En tout cas, elle est devenue culte, votre voix. Alors, certains n'ont même pas besoin de parler. On pense aux mimiques de Louis de Funès ou de Mr Bean, ou bien la démarche de Charlie Chaplin. Comment expliquer que certains nous font rire avant même d'ouvrir la bouche? C'est le cas de Chantal Latsou, mais aussi d'Alex Vizorek. Beaucoup moins. Non, moi, c'est gentil de me dire ça, mais c'est... Non, mais vous, Alex, on sourit, mais bon, on pressent que vous allez nous faire rire. Mais c'est vrai que... Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que Chantal arrive sur scène, et moi, j'envie ça à des gens comme eux. Et puis, il y a quand même un art absolu. Je pense que vous avez cet art aussi n'avoir aucune pudeur. Vraiment, je pense que les grands comiques sont des gens qui se moquent totalement au départ de ce qu'on peut penser d'eux. Ils se lâchent totalement, et c'est ça qui fait... Louis de Funès, franchement, si on regarde ça de loin... En oubliant qu'il est drôlissime, on se dit, mais enfin, le type, quand même, passe son temps, d'une certaine manière, à se ridiculiser. Il force les grimaces, il hausse le ton. Et c'est parce qu'il n'a aucune pudeur, aucun tabou avec son corps, avec sa voix, que ça donne ça, quoi. Il y a une générosité folle de la part des grands comiques. Alex, vous êtes d'accord avec ça? Je suis absolument d'accord, mais il ne faut pas enlever une couche quand même. Et moi, j'aime bien dire que Chantal Latsou, c'est notre de Funès aujourd'hui. Vraiment, si Gérard Houry était là, j'espère qu'il t'engagerait tout de suite. Il y a énormément de travail. Si de Funès, il arrive à faire ses gestes aussi justes et avoir... ce qu'expliquait Chantal, c'est qu'aujourd'hui, elle la maîtrise complètement, sa voix. Ouais. Et sa voix, elle peut en faire ce qu'elle veut. Et donc, ça nous semble presque évident et ça semble sortir tout naturellement. Mais c'est énormément de taf. Et je ne suis pas sûr que dans les premiers films de Funès, l'évidence, elle était autant là. Alors, Louis de Funès, Mr Bean, Charlie Chaplin, c'est à travers leurs films qu'on a découvert leur pouvoir comique. Justement, Stan, vous avez promis une deuxième expérience avec des enfants, parce que donc vous les exploitez, et puis en plus longtemps. Eh bien, la voici. Alors tout à l'heure, on a testé la réaction des enfants face aux blagues dites narratives, et on a constaté une fois de plus que l'humour, c'est pas une science exacte. Enfin, ça dépend, car s'il y a bien un humour universel qui fait rire tous les petits, c'est celui des vidéos LOL, comme on dit aujourd'hui, les vidéos marrantes postées sur les réseaux sociaux, une vraie drogue. Franchement, quel enfant n'a jamais volé le portable de ses parents, hacké et regardé pendant des heures des vidéos de chute, de danse, de chat, des vidéos marrantes, des vidéos lolilol. C'est le formidable pouvoir d'attraction des écrans qui fonctionne encore plus avec le rire et à tous les coups. Enfin, peut-être pas quand ils regardent le spectacle de nos invités. On regarde ça. Bon, les enfants, dites-moi, quel genre de vidéo vous fait marrer à tous les coups? Les vidéos TikTok. Les vidéos de TikTok. Eh oui, les vidéos TikTok, YouTube ou Instagram, comme celle-ci où un mec se pète la figure. Et ils peuvent la regarder en boucle, ils ne s'en lassent pas. Que voulez-vous, avec les vidéos de chute, tout le monde se marre. J'ai donc demandé à Hermione si elle rigolait à chaque fois qu'elle voyait un mec se faire mal en tombant. C'est juste une chute et tu te fais mal et comme ça et que tu pleures. Là non, mais si c'est comme ça, moi j'aime bien. Ah, il est mort après, hein. Ouais. Ah oui, il est allé à l'hôpital et ils n'ont pas réussi à le réanimer. C'est une blague. Ok, bon, l'humour noir, ça marche pas. Autre tube incontestable du rire chez les enfants, les vidéos de chats. Je sens qu'il va te prendre. Oh, la pauvre! Et là encore, succès garanti avec les lolcats. On va donc terminer par les spectacles d'humoristes. Et plus précisément par les one-man de nos invités. On commence par vous, Chantal. Seulement voilà, il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors autant que ce soit moi, non? Voilà. Pourquoi t'as rigolé? Je sais pas, parce que sa voix, elle est marrante comme ça, là, tu vois. C'est vrai, tu fais vachement bien Chantal là-dessous. Oh, merci. Encore un. Et si Hermione se marre, chez Ascagne, la réaction est plus mitigée. Celui, c'est un croque-mort.
C'est un copain. Tu trouves ça drôle? Bah, un peu, hein. Qu'est-ce que t'aimes bien chez elle? Je la trouve drôle pour son âge. Sympa. Et le pire reste à venir avec Camille. T'as pas eu trop de problèmes avec le blocage du RERB, toi, quand même? C'est pas trop drôle, quoi. C'est des blagues qu'elle dit. Ouais, et tu les comprends pas, c'est pour ça, ou tu penses qu'elle est Je pas peux drôle? faire les vidéos. Et ce serait mieux si elle faisait des blagues en dansant, comme sur TikTok par exemple. Ouais, j'aurais ton, mais je casse le cul. Voilà Chantal, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour rajeunir votre public. Allez, on finit avec le one-man show intello d'Alex Vizorek qui est passé au crible. Malraux a dit ça te calme tout le monde. T'en penses quoi? Je comprends rien à ce qu'il raconte. Et tu penses que c'est parce que t'es trop petite ou c'est parce qu'il est pas drôle? C'est parce que je suis trop petite. Hermione est lucide, c'est de l'humour de grand. Et Ascagne, il en pense quoi lui? J'ai décidé que pendant 10 minutes, on allait parler d'art. Il a l'air d'apprécier. Bon, comme t'as l'air captivé par le spectacle d'Alex, moi je te laisse, ok? Et puis tu me racontes la fin, ok? Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait juste après mon départ? Il profite du spectacle d'Alex? Eh bien non, il a maté ses vidéos préférées. Ça, c'est quand même beaucoup plus drôle. Chantal, Alex, sans rancune? Mais bien sûr, Non, ça rancune, bien c'est sûr. drôle. C'est vrai qu'il y a plein de vidéos très drôles. Moi, j'adore les chats. Ouais, moi aussi, ça me fait rire. Les chats qui se cassent la gueule. Quand est-ce que vous ouvrez un compte sur les réseaux sociaux pour faire justement cet humour vidéo lol facile? On peut jamais être aussi drôle que la vie. Non. Le chat qui n'arrive pas à aller de l'autre côté parce qu'il y a de la neige, jamais. Ouais. Il y a des gens comme Chaplin qui arrivaient à justement mettre ça quand on le voit faire du patin. Il tombe, ça marche à tous les âges. Mais moi, je pense qu'il y a deux types d'humour. Il y a un humour de ventre. Et c'est celui-là, le chat qui tombe, c'est drôle. S'il y a un mec qui tombe devant moi, ben, instinctivement, c'est un humour de C'est ventre. épidermique. Et puis il y a un humour de tête, je dirais. Et celui-là, effectivement, bah, il varie en fonction des âges. Et donc ici, effectivement, on n'a pas chopé l'humour de tête. Mais j'ai un sketch, par exemple, où je joue un joueur de cymbales maladroit. Je pense que ça aurait mieux marché avec les gosses parce qu'il y aura un truc dans lequel ils pourraient se projeter. Ouais, Stan, t'es vraiment. Mais, T'as choisi un mauvais extrait. effectivement, la partie sur Malraux, pas de Non, mais il est pervers, hein, ce stade. Chantal, quand vous avez démarré votre carrière, vous n'étiez pas encore très connue, vous faisiez du théâtre pour enfants. Et vous dites que vous n'avez jamais autant ri. Pourquoi est-ce que J'avais des vous fous riez rires à ce terribles. point-là? Parce qu'on se faisait des farces. Moi, j'adore rigoler quand on était avec les troupes de comédiens. C'est le rire en coulisses, on aime beaucoup ça. Et là, alors, le théâtre pour enfants, je me souviens, il y avait les farces des fabliaux du Moyen-Âge. Je faisais une paysanne, et puis il y avait un gros garçon qui faisait un paysan. Et un jour, je suis arrivée avec un seau de pipi. Alors, je traversais la scène avec un seau vide, mais il y avait un seau de pipi qui a débordé, etc. Donc on a beaucoup ri. On se faisait des blagues. Mais c'est vrai que c'est sérieux aussi quand on joue une pièce de théâtre. Il y en a qui n'aiment pas rire du tout, on se concentre beaucoup quand même. Alors, l'humour est également un formidable moyen d'entrer en contact avec quelqu'un. Encore faut-il trouver le bon ton comique. Marie-Traille Stéphanie est allée tester sa vis comica dans la rue. On regarde et on en parle après. Est-ce que ça vous fait rire la répétition dans l'humour? Ah, par exemple, je fais une blague et je vais la faire plusieurs fois. Ouais. Oui. Est-ce que vous aimez le comique de répétition? Non, pas du tout. C'est quand genre, tu répètes la chose plein de fois pour faire rire. Ah ouais, non. Et est-ce que ça vous fait rire quand quelqu'un répète? C'est la même question qu'avant, non? Est-ce que vous aimez le comique de répétition? Non, j'aime pas, parce que je trouve que c'est pas intelligent comme rire. Et c'est marrant la répétition dans l'humour? Non, je trouve... Non, je trouve pas que c'est marrant. Et c'est drôle le comique de répétition? Vous vous répétez là. C'est ça le jeu. Pas simple de faire rire les passants, merci Marie. Alors dans son essai, Henri Bergson avait identifié 5 procédés pour faire rire un auditoire. Je vous les cite. Le diable à ressort, le pantin à ficelle, l'effet boule de neige, l'inversion et donc la répétition. C'est ce qu'on vient de voir. Louis de Funès était un virtuose du comique de répétition, mais c'est franchement pas facile à maîtriser, Christophe. Pourquoi est-ce que ça nous fait rire le comique de répétition? Enfin, alors, en tout cas dans le reportage, ça ne fait pas trop rire. Mais... Oui, mais ça, il faut voir ce qu'on appelle comique de répétition dans le reportage. En gros, si j'ai bien compris, on dit est-ce que si je vous répète 6 fois la même blague, elle va toujours vous faire rire? Ça fait rire peu de monde. Le vrai comique de répétition, me semble-t-il, à la de Funès, c'est je répète la même chose, mais avec des interlocuteurs différents, avec des personnages différents. Et là, on retombe sur les ressorts comiques qui sont l'attente de quelque chose qui va se passer. Mais il ne va pas le faire, c'est pas possible.
Le dénouement favorable, il le fait, ça nous fait rire et rien de grave ne se passe. Et donc, ce comique de répétition-là, c'est au fond le décalage entre refaire toujours la même chose et provoquer des réactions différentes chez des interlocuteurs différents. C'est une hypothèse, mais bon, voilà. Après, on s'est tous marrés pendant le sujet, pour le coup. Et même Molière, c'est dans Le bourgeois gentilhomme, de grâce, belle marquise, vos yeux doux me font mourir d'amour, je ne sais plus quelle est la phrase. Quelle culture, Stan. Je sais. Comme On est ça, il d'accord, sort ça vous fait rire, a priori. Donc, c'est pas forcément qu'une question de contexte, ça peut être vraiment quelque chose répété en boucle. Chez De Funès, où les grands qui se répètent, il y a aussi une montée en puissance. C'est-à-dire que De Funès, quand il ouvre la valise dans Oscar, il l'ouvre une première fois, il la referme, mais la deuxième fois, il l'ouvre beaucoup plus violemment, il crie plus fort, son visage est encore plus dilaté, etc. Donc il y a toujours, il y a vraiment le curseur qui monte, et c'est ça qui est fascinant, en se disant, mais il va aller jusqu'où? Chantal là-dessous. Quoi? J'en étais sûr. Le comique d'inattention. Le comique d'inattention. Bon, on va regarder une deuxième expérience que Marie-Cré Stéphanie, elle est allée faire plein d'expériences dans la rue avec Brice Laborieux. Je vais vous montrer des petites images et vous allez me dire si c'est le genre de choses qui vous fait rire ou pas du tout. Ok? Je vous laisse le lire et réagir en conséquence. Non. Ah, il y a un petit rire là. Ouais, ça me fait marrer, moi, genre, le truc. Je trouve ça archi intelligent, en fait. J'ai pas compris en fait. Je sais pas, moi, j'aime bien. Ouais, c'est recherché, en vrai. Ouais, c'est ça, je trouve ça super recherché, en fait, globalement. Personnellement, bon, pour me faire rire, c'est plutôt des choses qui sont inattendues ou spontanées. Ouais. C'est pas quelque chose de réfléchi. Est-ce que ça marche ce genre d'humour? Pas tout le temps. Alors, Alex Vizorek, vous pratiquez également les jeux de mots dans vos... Jeux de mots à la con? Oui, je travaille Vous avez vu quand vous êtes valorisé de la Sorbonne. Vous êtes valorisé dans cette émission, hein, vous avez vu. De toute façon, je me devais de revenir. Vous alliez vous venger. Je crois que c'est Pierre Dac qui disait il n'y a pas de bon jeu de mots. Un bon jeu de mots, c'est un mauvais jeu de mots et on rit du fait qu'il soit en partie mauvais. Et donc, je pense que c'est assez juste. Tiens, regardez. Parce que c'est vrai que nous, ici, on se disait qu'à l'Est, ils étaient plus occupés à chercher la bombe H que le point G. Et ben non, ils se faisaient plaisir. Il n'y avait pas Gagarine qui s'envoyait en l'air. Et les femmes étaient heureuses de pratiquer toutes les positions du Karl Marx Sutra. C'est le livre de là-bas. C'est des jeux de mots aussi. Hein. Et c'est vrai, Alex, il y a toujours un petit temps de réaction avec les jeux de mots, voire un léger malaise. Et c'est ça qui est jouissif, c'est de jouer avec ce malaise. Moi, j'aime bien l'assumer. Peut-être que le jeu de mots, il est devenu un tout petit peu obsolète. Peut-être qu'il était plus d'une autre époque. Non, je dis pas ça. Mais on est drôle pour des gens âgés, comme a dit le garçon. C'est pas, vous n'êtes pas sur le jeu de mots. Non, c'est-à-dire que j'ai toujours dit, alors les gens m'en veulent, quand je dis ça, les fans de Raymond DeVos, si un jeune arrivait avec les textes de Raymond DeVos aujourd'hui, ça ne fonctionnerait pas. Ah ouais. C'est parce que c'est lui, c'est dans son époque, et puis il y avait cette poésie. Mais donc, de temps en temps, on glisse un jeu de mots, et ce qui est drôle, c'est de l'assumer, moi, je trouve. C'est-à-dire que derrière, je regarde les autres en disant, bon, bah, ok, c'est un jeu de mots un peu pourri. C'est ça, vous avez et donc, on double automatiquement le rire. Et le malaise, c'est un ressort comique. Oui, et très puissant. Si nous, on est ridicule, ce qui est la force de Funès, ça fait marrer les autres. Donc, à partir du moment où nous, on se met en position de ridicule, les autres sont à l'aise de rire même d'eux-mêmes après. Puis alors, il y a l'inverse, il y a évidemment ceux qui rient au pire moment. Et à ce sujet-là, Christophe, il y a un téléspectateur qui a une question pour vous. Il y a quelques temps, j'ai assisté à un enterrement et j'ai été pris d'un fou rire pendant la cérémonie. Et je voulais savoir si c'était normal. Normal, non quand même pas. Non, mais alors c'est un grand classique, effectivement, mais il faut plusieurs conditions. Il faut d'abord que ça ne soit pas nos enfants ou notre conjoint qui soit enterré quand même, que ça soit quelqu'un qu'on connaît d'un petit peu loin. Ensuite, il faut qu'on voit un truc décalé, quoi. Le curé qui bave un peu, ou le voisin qui se mouche, je sais pas, avec un mouchoir troué, j'en sais rien. Troisièmement, il faut qu'on ait la pression de se dire, il faut surtout pas que je rie, il faut surtout pas que je rie, il faut surtout pas que je rie. Et là, le cocktail. J'ai eu une fois un enterrement, un prêtre qui prononçait mal le nom du mort. Donc évidemment, une fois, deux fois, 5 fois, mais toute l'église chialait parce que personne n'osait lui dire « Excusez-moi, il s'appelle pas du tout comme ça depuis le début. » Chantal, est-ce que vous avez un souvenir d'un moment où vous ne deviez pas rire et où vous avez eu un fou rire terrible? Quand j'étais voir mon père, qui était mort en fait, sur son lit d'hôpital, il y avait des vieilles tantes qui étaient là, un peu grosses, et donc et puis je dis mais il n'est pas mort, j'entendais une respiration. Mais je dis il n'est pas mort finalement.
Et c'était la tante, j'entendais la respiration de la tante qui me respirait très fort. Et j'ai eu un fou rire, et tout le monde a eu un fou rire dans la chambre. Bon, ce sont des fous rires nerveux, ça, Christophe André. Hein, c'est un peu les nerfs qui parlent. Non, mais là, on quand même. retombe sur la fonction du rire, c'est de nous soulager, de nous C'est ça. apaiser. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de cette prise de risque qu'est la blague. C'est quand on veut faire rire les autres, on prend un risque. Et si ça ne marche pas, ben on est en échec social. C'est très douloureux. C'est dur, hein, ça, les vents. Mais le rire à propos du tragique, c'est Bergson qui en parle très bien. Il dit justement que l'humour, c'est ce recul qui transforme, ce pas de côté ou qui transforme le tragique en comique. À partir du moment où on prend un tout petit peu de recul, tout d'un coup, la scène devient cocasse. C'est aussi une manière de se protéger, j'imagine. Moi, ce qui m'est arrivé... C'est l'expression, la politesse du désespoir, que souvent, quand on rit, c'est pour s'éloigner justement le plus possible du désespoir, rester à distance. Vous avez vu, elle n'est jamais répétitive. Et pourtant, on l'écouterait toute la journée. Guillemette Odissino. Ah oui, donc c'est à vous. moi en fait, oui, c'est ça. Oui. Alors, Agathe, et vous tous, il y a des comédies dont on se dit « Ah ben non, quand même pas, je vais pas la revoir une 12e fois, une 14e fois, je vais moins rire ». C'est cela, oui. Eh bien, pas du tout. Le Père Noël est une ordure fait partie de ces miracles. Ce film, adapté par la troupe du Splendide de leur propre pièce de café-théâtre, fait d'autant plus rire que, justement, on attend. On attend parce qu'on sait ce qui va arriver, on commence à connaître les répliques par cœur, on les murmure même en même temps que Pierre, que Thérèse, que Madame Musquin, qui est coincée dans l'ascenseur, souvenez-vous, que Zézette et Pouzix, parce que ça dépend, ça dépasse, souvenez-vous aussi, et ils sont tous réunis le soir de Noël, donc dans les locaux de l'association SOS Détresse Amitié. On adore aussi, vous avez tous fait l'expérience, de mettre vos enfants, vos petits-enfants sur le même canapé, et c'est dingue, ils rient exactement au même endroit. Ce truc se passe de génération en génération, leurs enfants sûrement riront aussi, et ça c'est quand même en grande partie grâce à des répliques cultes. Alors c'est un peu la honte que je les fasse moi, alors qu'on a deux humoristes de l'autre côté. Allez-y, on va vous regarder. Donc là, ne pensez Tout le monde pas... vous regarde, Guillemette. Donc là, c'est pour ça que j'ai parlé du ridicule, du comique tout à l'heure. Je me suis un peu blindée d'avance. Alors nous avons le... Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille, qui est quand même un truc absolument pourri et délicieux, ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde, crie le pharmacien, qui trouve quand même une substance très, très, très non identifiée sur son magnifique smoking blanc. Et là, voilà, Monsieur Prescovic qui répond non. C'est Cloug. Alors, c'est Cloug. Alors, Monsieur Prescovic, il fait du Cloug, donc cette chose qui coule bizarrement. Il offre aussi des doubichous. Donc tout le monde sait maintenant la recette, c'est comme ça, roulé sous les aisselles. Et alors, il est interprété par un acteur qui, hélas, n'a pas eu la même carrière que Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Michel Blanc, Gérard Jugnot. Il est interprété par Bruno Moineau. Alors la prochaine fois, au Trivial Poursuite, et même par respect pour ce monsieur qui est tellement drôle, il s'appelle Bruno Moineau, bon sang de bois. Alors, Monsieur Prescovic, et j'y repasserai à l'occasion. Eh bien, c'est ça, Monsieur Prescovic, repassez donc à ce moment-là. Et puis, il y a l'échange de cadeaux entre Thérèse, évidemment, entre Thérèse et Pierre. Écoutez Thérèse, mais même de l'extérieur, c'est magnifique. Thérèse, une serpillière, c'est formidable, il ne fallait pas. Mais non, Pierre, c'est un gilet. Ah mais bien sûr, c'est un gilet, mais c'est fou, je n'avais pas remarqué, il y a 2 trous plus gros pour les bras. Écoutez Thérèse, je suis ravie, je me disais justement hier qu'il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Bon, donc je pourrais passer toute la journée là-dessus, mais on attend un autre film que culte pour l'écran. Quand je pense que j'ai appelé mon fils Félix, je pense que c'est mon inconscient qui a parlé, d'autant que sa nounou s'appelle Thérèse, je vous jure que c'est vrai. Ah bon. Et donc quand vous dites que ça va se passer de génération en génération, je me dis, pauvre Félix, Félix. Donc l'autre film culte, pardon, je vous ai coupé, Guillemette. Ah bah, l'autre film culte, c'est Le Dîner de con. Alors c'est marrant, il y a un lien, donc c'est encore Thierry Lhermitte, et il s'appelle à nouveau Pierre, dans Le Dîner de con, mais là il s'appelle Pierre Brochant. Il est méchant, Monsieur Brochant, il est méchant, Monsieur Brochant. Mais cette fois, sans le Splendide, donc dans cette comédie de Francis Weber qui a cartonné, qui était également une adaptation de la pièce de Francis Weber. Vous avez vu quand même à quel point souvent le rire le plus efficace, il arrive du théâtre.
Ah ouais. Eh oui. Et donc, face à Thierry Lhermitte, ce génie de Jacques Villeray, dans le rôle de François Pignon. Il est mignon, Monsieur Pignon, il est mignon, Monsieur Pignon. Bon. Et ce moment très drôle avec le célébrissime, il s'appelle Juste Leblanc. Ah oui. Avec la tête de Villeray. Et vous appelez bien François, c'est juste. Donc là, ça recommence, la tête de Villeray. Bon. Le film est inspiré, alors là, je dirais presque, hélas, d'une anecdote vraie, c'est-à-dire qu'à une époque, à Paris, il y avait des types snobs qui organisaient des dîners de cons pour se moquer en douce des cons qu'ils avaient invités. D'ailleurs, en plus, comment ils identifiaient les cons, ça, je sais pas très bien s'il y avait une grille, mais bon. En tous les cas, le film, lui, il inverse complètement la donne. Parce que le con, eh ben, il transforme la soirée d'un mec, disons, qui se prend un peu au sérieux, en un véritable enfer, et pour nous, en un festival comique. Alors, il y a tout, il y a les gaffes, les malentendus, et Jacques Villeray qui venge tous les candides de la Terre. Oui, vous pouvez faire des maquettes en allumettes, tout le monde a le droit de s'éclater. Et surtout, alors il y a ce moment où Francis Huster réalise qui est ce type, qui est cette catastrophe ambulante. Et il lance à son ami Pierre, mais c'est le con de ton dîner. Et là, Francis Huster part dans un fou rire. Mais un fou rire, mais historique, absolu. C'est vraiment un grand moment de comédie. C'est dur de jouer le... Mais regarde, un fou rire incroyable. C'est une performance d'acteur folle. C'est un fou rire inextinguible et totalement communicatif. Et ça, c'est rare. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent dans les films, d'ailleurs ça marche aussi sur scène, j'imagine, quand les acteurs rient à l'écran, nous, on ne rit pas trop de l'autre côté. Vous êtes en dehors de la chose. Ouais. Oui, absolument. Et on a l'impression qu'on nous confisque le rire. C'est comme, en fait, les types qui rient à leurs propres blagues. Et là, incroyablement, ce rire-là, ce fou rire-là, il est... Mais c'est une maladie de contagion. C'est génial. Donc voilà, bravo Francis Huster. Et c'est vrai que Thierry Lhermitte est assez pervers, parce que j'ai la chance de travailler avec lui à la radio. Ah bah dis donc, il va lui faire plaisir. Il est chroniqueur pour la Fondation pour la recherche médicale. Et son truc, c'est de... Parfois, dans l'émission que je présente, c'est pas forcément toujours drôle, et c'est de provoquer des fous rires avec son regard très rieur. C'est un camarade absolument extraordinaire. Et il ne vient jamais en costume rayé assorti au canapé quand pas encore. Merci Guillemette. Alors c'est vrai qu'on peut voir et revoir ces scènes des dizaines de fois. Pourquoi ça marche à chaque fois, Christophe ? Je ne sais pas si ça marche à chaque fois. Ça marche très souvent. D'abord, nous, parce que c'est la nostalgie quand même. Hein, de l'époque où on regardait le dîner de cons ou le Père Noël est une ordure. On était jeunes, un peu... Je ne sais pas, jeune et beau, mais jeune et chevelu, disons. Voilà. C'est joli de dire que le souvenir du rire, ça aide aussi à rire. C'est joli, ça. Mais bien sûr, et donc, on a stocké ces choses-là dans notre mémoire. Puis il y a le plaisir de la transmission. Se repasser tout seul régulièrement un vieux film, c'est sympa. Mais ce qui est bien, c'est de le passer à ses neveux, à ses enfants. Donc voilà, tout ça fait la saveur de ce genre de petites scènes, effectivement. Il y a un autre truc qui marche à chaque fois, ce sont les gens qui trébuchent. Oh shit! Christophe, qu'est-ce qui nous fait rire dans cette vidéo? C'est le rire primitif. C'est les origines animales du rire. C'est des enfants qui se prennent. C'est trop cool. Vous avez remarqué qu'on ne rit pas quand on craint vraiment qu'il se soit fait mal. Hein. Ouais. Le monsieur là qui se prend le genou dans le rebord, on a plutôt fait quand la douleur est liée au truc, ça... Le rire, il faut qu'il y ait le danger et la diminution du danger, qu'on voit que les gens ne sont pas dans la souffrance. Il faut qu'il y ait un happy end, ouais, sinon on est dans la culpabilité après. Il n'y a pas que Stan qui est cultivé, parce que moi je vais vous citer Bergson. Ouais. Pour exister, le rire a besoin d'écho. Oui, c'est une vieille lecture. Le rire, comme le bâillement, c'est contagieux. Et si vous en doutez, regardez ça. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea.
guerra. Chantal, Alex, vous rêvez de ça dans vos spectacles, évidemment? De n'avoir qu'une dent. L'idée, moi, c'est toujours été d'en perdre un dans la salle. Parce que l'idée que dans le journal, il y ait écrit un mort de rire au spectacle d'Alex Vizorek était une bonne publicité. Mais j'ai vu Lucchini sauver un truc comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un mec qui a une crise d'épilepsie. Et donc, à ce moment-là, plus personne ne rit, alors que son spectacle. Et il était en train de parler de. C'était pas Malraux, mais c'était, je crois, Chrétien de Troyes. Et donc, c'est pointu. Il racontait, et le mec fait la crise d'épilepsie, il passe l'eau, on le sort, donc tout le monde est très calme, il revient sur scène comme ça, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Et il regarde son voisin, il fait, Chrétien de Troyes, c'est compliqué. À quel moment il a lâché? Et là, tout le monde éclate de rire, parce que et là, il a désamorcé l'angoisse qu'on avait tous, et il a dit, on vous tient au courant, et quand on a tous su qu'il allait mieux, il l'a annoncé, et la salle a pu rire de manière tout à fait saine. Mais c'est vrai que c'est très angoissant. J'ai cassé l'ambiance. Hein. On est calmé, Alex. Fallait pas m'inviter. Christophe, pourquoi le rire est-il si communicatif? Je crois que c'est son essence même. Le rire, il est fait pour être partagé. Créer du lien. Ouais, pour créer du lien. Et une fois de plus, je reviens toujours à ces études des éthologues, le rire est fait pour se lier aux congénères, pour les rassurer, pour les rallier à soi. Mais ce qui est terrible aussi dans le rire, c'est que c'est une façon de faire du mal aux autres, parce que là, on parle de rire avec, mais rire contre quelqu'un, c'est beaucoup plus violent que l'agresser, l'insulter, parce qu'on peut répondre à une insulte ou à des coups. Répondre au rire d'un groupe, si on n'est pas soi-même super doué, et en général, on est un peu stressé, c'est quasiment impossible. Donc le rire, c'est vraiment un outil social pour le meilleur et pour le pire. Puis dans la vidéo, là, moi je trouve que le type qui rit, en plus, il est drôle lui-même. Il y a des gens qui sont drôles quand ils rient, en plus. C'est vrai. Donc ça fait vraiment, c'est une boucle. C'est une boucle. Des fois, il y a des spectateurs qui font partir la salle parce qu'ils ont un rire incroyable. Même ont un rire. On en joue d'ailleurs. Ça nous fait gagner des rires. Ça nous fait gagner des rires. Et à chaque fois qu'il y a un rire qui arrive, le public se fie, quoi. C'est très marrant. Bon, en parlant de rire, alors où est-ce qu'on peut vous retrouver en croisant évidemment tous les doigts qu'on a et tout ça? Bon, alors, si tout va bien, le prochain spectacle, c'est la nouvelle promo d'un nouveau genre. Ce spectacle qui malheureusement n'aura pas lieu, aura lieu quand? J'en sais rien. Bah ouais. Parlez-nous en tout cas du spectacle, qu'on puisse déjà... Bon, alors, je pars en tournée avec une pièce que j'ai déjà jouée avec Isabelle Mergo, qui s'appelle Adieu, je reste. A priori, octobre à janvier, on va tourner ça. Mais oui, octobre-janvier. Et vous également, en octobre, Alex Vizorek? Octobre au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Ça fait 3 fois qu'on le remet, donc j'espère que le spectacle s'appelle Ad Vitam. Va savoir s'il y a un moment. Il y avait quand même un petit... c'est prémonitoire, ce titre. Petit clin d'œil. Et donc, c'est rigolo tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, parce que la thématique, c'est la mort. Je trouvais que c'était l'ultime difficulté d'écrire un spectacle comique d'1h20 avec comme sujet la mort. Et pour l'avoir testé 5-6 fois avant la fermeture des théâtres, les gens sont OK. Les gens sont vraiment OK de rire avec ça parce que c'est une angoisse évidemment universelle. J'ai parlé d'art la dernière fois, ça ne concernait pas tout le monde. La mort, je vous rassure, tout le monde se sent un petit peu concerné par le sujet. Et donc, ça marche. En tout cas, moi, je vais venir. Moi aussi. Moi, dès qu'on parle de la mort, je suis là. Bon, en tout cas, on va parler de quelqu'un qui fait aussi beaucoup de spectacles autour de cette table et qui nous fait beaucoup rire. Il a beaucoup d'autodérision. C'est André Manoukian. Pourquoi vous me regardez là avec en étant tout à coup prognate? Je sais pas pourquoi. Prognate. Mais oui, il fait comme ça, il regarde, il fait. Bon, je vous défie de faire une chronique devant Alex Vizorek et Chantal Latsou. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites-nous rire, André. Petit indice. Ah bah attendez. Aouh, direct. Camelto. Comment ça, Camelto? Ça va pas la tête, rien à voir justement. Et donc, cette chanson, elle finit par le rire le plus célèbre de la pop. Bien sûr. C'est pas Chantal Latsou. Moi. Alors, ce rire, je pensais que c'était le rire de Quincy Jones. Évidemment, il s'agit de Michael Jackson, Thriller. Le producteur, c'est Quincy Jones. C'est l'album qui va tout d'un coup dépasser tous les chiffres de vente. Mais surtout, c'est une quintessence, cet album,
entre la musique occidentale, entre le jazz, entre la funk, entre le soul. C'est un moment incroyable. À un moment donné, ils vont appeler Van Halen pour qu'il fasse un solo de guitare rock, alors que normalement, dans de la soul, il n'y en a pas. Quincy l'appelle, il dit « Allô, c'est Quincy Jones ». L'autre, il raccroche. Une deuxième fois, « Allô, c'est Quincy Jones ». L'autre, il raccroche. Au bout de la troisième fois, il dit « C'est pas la reine d'Angleterre ». Non, c'est Quincy Jones, je t'appelle pour que tu viennes jouer sur cet album-là. La personne qu'on va prendre pour faire ce rire, c'est Vincent Price, un acteur mythique qui était spécialisé dans les rôles de Dracula, justement. Alors, cet acteur... Moi, c'est le plus grand fou rire de mes enfants depuis qu'ils sont au monde, c'est quand ils écoutent ce rire. C'est vrai? Ça les fait rire? Moi, ça me terrorise. Ils n'ont pas vu le clip, c'est parce que... La photo du gars me fait rire. Ce gars, il est d'une très grande famille. Comique de répétition. Son père est un multimilliardaire qui a inventé un truc incroyable. Il n'a pas besoin de bosser, il a fait des études d'art et puis finalement, il veut faire comédien et voilà comment il finit. Pardon, Vincent, il a vécu bien. Forget me, Vincent. Non, mais le mec, c'est un super comédien et il a fait des rôles comme ça. Si, il a joué dans l'abominable Dr. Five, c'était bien. Alors, le deuxième rire hermétique. Maintenant, on écoute tout de suite. Deuxième rire hermétique. Ah oui, ça c'est Qui c'est? Elvis. Voilà, c'est extraordinaire. Il est en train de chanter. C'est génial, non? Oui, mais c'est génial. Alors, vous savez pourquoi tout d'un coup, il se met... Non. Il n'en peut plus, c'est un vrai fou rire pendant qu'il est en train de chanter, parce qu'il regarde devant lui, puis tout d'un coup, il voit un spectateur qui a sa perruque d'être... Et alors que la chanson est une chanson super romantique, Are You Lonesome Tonight? Là, il est en train de faire son numéro, quoi. Est-ce que tu es seul ce soir, chérie? Ne pleure. C'est drôle, quand même. Il essaye, hein. Chaque fois, il n'y arrive pas. Bon, et donc, à un moment donné, il se retourne. Derrière lui, la seule qui ne se marre pas, elle s'appelle Cissy Houston. C'est une choriste qui est remarquable. Et c'était la maman de Whitney Houston. Regardez. Non, mais bon, je veux dire, la maman... C'est elle qui avait sa perruque. C'est la maman de Whitney Houston qui avait une voix géniale. Et puis par contre... Alex, il est toujours comme ça, André Manoukian, chez France Inter? Il essaye de faire des chroniques. Ici, je vois bien qu'il passe complètement à travers. Par exemple, il n'a pas fait 1 gramme de piano. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Le mec se met au piano, il ne touche pas une note. Ça manquait aussi. Reprenez votre petit menton, là. Alors, du thriller. Ah bah ça s'annonce bien. Oui. C'est pas facile, hein, Merci beaucoup, André. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Bon, Ali, on va vous retrouver, on va se marrer, on parlera de pipi, tout ça, dans votre émission sur France Inter, 10h05, ça s'appelle Grand Bien vous fasse, évidemment. Et vous, Agathe, dans la maison des maternelles, on parle aussi de pipi, parfois. C'est tous les jours sur France 4 à 9h. Qu'est-ce qu'on se marre la semaine? Heureusement qu'il y a le samedi, parce qu'on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur France 2. Bon week-end.